Billet. Le cas Mandela ou le syndrome de la pensée inique. Tiré du livre Les écrits du maître du professeur Fari Teiruka Shabazz. Il y a 2 jours de cela, nous étions sur notre mur Facebook, mais un petit mot invitant nos lecteurs à ne pas s'épancher en laudation du surfut Nelson Mandela sur notre page. Par notre éducation, imprégnée du Zo Kuezo du président fondateur Barthélemy Boganda, qui signifie en substance tout le monde est quelqu'un, chacun mérite le respect, nous ne pouvons que respecter le deuil, la mort de quiconque et encore plus celui d'un prince africain, en l'occurrence un prince Xhosa, puisque Nelson Mandela appartient à la noblesse Xhosa. D'entrée de jeu, l'on voit qu'il n'était nullement question de manquer de respect, de couvrir d'invectives ou de propos déplacés à l'égard du défunt, de sa famille ou de ses soutiens, comme ont pu avancer certaines personnes qui nous ont submergés de messages en privé, voulant par là signifier leur désapprobation, leur déception au sujet de notre prise de position sur le cas Mandela. De la même manière que nous respections la personne de Mandela et la souffrance des siens, nous exigions que les gens respectent également notre souhait de ne pas voir chanter ses louanges sur notre mur Facebook, car laisser passer cela serait pour nous un pur acte d'hypocrisie caractérisé. Si nous nous mettions à écrire des dithyrambes sur lui, cela sonnerait faux. Et si des gens venaient à le louer sur notre mur Facebook, nous serions alors obligés d'intervenir et défendre notre position, ce qui manifestement aurait créé des remous, de la passion, de l'énervement, voire des débordements. Or, il y a un temps pour tout. En ce 5 décembre 2013, ce n'était pas à notre sens le temps de la polémique. Voilà pourquoi, par préoccupation, par précaution, nous avions invité les lecteurs à ne pas intervenir sur notre mur Facebook pour y chanter l'héroïsme de Nelson Mandela. Mais visiblement, même cette simple demande semble insupportable pour les turiféraires de Nelson Mandela. Apparemment, il ne nous serait même pas permis d'interdire aux gens d'intervenir sur notre mur Facebook pour s'étendre sur les exploits du prince Xhosa. Ce droit-là, nous ne l'aurions pas, selon eux. Nous serions seulement autorisés qu'à jouer les griots, qu'à distribuer des atalakus à son égard. Malgré l'immensité de Facebook et la possibilité tout aussi immense de satisfaire leur envie d'écrire des tonnes et des tonnes de pavés sur le caractère exceptionnel de Mandela, le fait qu'une personne décide de ne pas se joindre à la cohorte de gens qui l'iconisent relèverait quasiment du blasphème. Pour notre part, nous y voyons simplement une forme masquée de la pensée inique. Au nom de quoi serions-nous astreints à cette pensée unique qui interdit de ne pas faire autre chose que chanter les louanges du prince Nelson Mandela? Alors, les défenseurs de la pensée unique nous disent que c'est au nom des années passées en prison, au nom des actes lesquels qu'il a posés, au nom de son CV qui est supérieur au nôtre, au nom des grands leaders du monde mélanoderme qui disaient de lui qu'il était un formidable leader, sans vouloir entrer dans le détail de la vie du prince Nelson Mandela, que visiblement nos assaillants ne semblent pas bien connaître, du moins pas autant que nous qui l'avions étudié depuis des années, tentons malgré tout de répondre à ces objections que nous font nos contradicteurs qui désapprouvent notre choix de ne pas répéter avec le reste du monde la grandeur de Nelson Mandela. Alors oui, Nelson Mandela a passé 27 ans en prison.
Mais est-il le seul? Le premier? Le dernier? Alors du procès de Rivonia en 1964, ils étaient une dizaine de dirigeants et membres de l'ANC à être condamnés par l'inique système judiciaire nazi anglo-hollandais, sauf le juifiste loco-khazar Lionel Bernstein, qui a été acquitté et qui est parti se réfugier dans l'État colonialiste d'Israël. Tous ont dû goûter, subir les geôles de Robben Island comme Nelson Mandela. Contrairement à ce dernier, les autres, qui refusaient par tous les moyens d'ouvrir des négociations avec les nazis anglo-hollandais, n'ont pas bénéficié des assouplissements de détention comme Mandela. À la fin de sa peine, à la prison de Bolsmoor, où il avait une piscine à sa disposition, il en profitait également pour recevoir le fils du diable en la personne de Jimmy Kruger. Jimmy Kruger, ministre de la Justice et des Prisons, assassin par ses hommes de main de Steve Biko. Rappelons-nous ses propos au Parlement sud-africain face à la question de la mort de Steve Biko. Je cite, « La mort de Steve Biko me laisse froid ». Fin de citation. Mandela était le seul à s'engager dans cette voie désapprouvée par l'ensemble de l'appareil exécutif de l'ANC, aussi bien dans la prison qu'à Lusaka, en Zambie entre parenthèses, ou dans la clandestinité des rues sud-africaines. L'on peut citer le cas de Walter Sisulu, secrétaire général de l'ANC, mort il y a maintenant 10 ans, qui lui a passé plus de temps en prison que Mandela. Car en plus du temps qu'ils ont passé en commun à Robben Island, il avait déjà passé quelques années derrière les barreaux. De plus, si l'on traverse l'océan Atlantique, force est de constater que le nombre de combattants pour la liberté africaine derrière les barreaux, et ce pendant des décennies, est juste sidérant. Il y a 2 mois de cela, le Black Panther Herman Wallace venait d'être libéré après 41 ans passés derrière les barreaux. 3 jours plus tard, il mourait d'un cancer à l'âge de 71 ans, ayant donc passé plus de temps en prison que dehors. Tout cela, qui nous accusait de ne pas respecter les nombres d'années de prison de Mandela, ont été fort muets sur le combat d'Herman Wallace et de ses 41 ans de prison. Et l'on aura remarqué qu'aucun diable n'a pleuré la mort d'Herman Wallace ni la mort de Walter Sisulu et ses 30 ans de prison. Est-ce parce que ni l'un et l'autre ne seraient pas Prince Xhosa que les diables ne l'auraient pas pleuré? Nous savons bien que ce n'est pas là la véritable raison de l'indifférence des diables à l'égard de leur mort, et à l'heure à laquelle nous écrivons ces quelques lignes, des Black Panthers et d'autres combattants de la liberté africaine sont encore en prison depuis plus de 30 ans. C'est le cas de Mouminia Abu Jamal par exemple. Le prince Nelson Mandela aurait posé des actes politiques si exceptionnels que même le simple kidam ne saurait ignorer la portée, l'ampleur, la grandeur. Le prince président a toujours souhaité pas être jugé dans son pays en tant que noir, mais en tant que sud-africain de la nation arc-en-ciel. Que ces défenseurs qui s'indignent du fait qu'on ne veuille pas de commentaires élogieux à son égard sur notre mur Facebook, le juge à l'aune des autres chefs d'État sud-africains noirs, Mbeki, Zuma, comme nazi anglo-hollandais, de Klerk, Botha, Verwoerd, Vorster, etc. Mandela a-t-il réduit le chômage durant ses 5 ans de mandat à la présidence sud-africaine? A-t-il résorbé l'effroyable taux de personnes vivant sous le seuil de pauvreté? A-t-il résolu la grave crise de logement insalubre des townships sud-africains? A-t-il fait disparaître le taux de criminalité record dans les grandes villes sud-africaines? A-t-il fait taire le racisme et les partis nazis anglo-hollandais? Quiconque aura étudié
Quiconque aura étudié avec patience et sérieux c'est qu'en tous ces points, il a échoué, lamentablement échoué. Car si l'Afrique du Sud est aujourd'hui un mastodonte économique, nous savons qui contrôle l'économie. Les nazis anglo-hollandais accompagnés par la bourgeoisie nègre de l'ANC. Et tout cela fut savamment orchestré par Mandela alors qu'il était encore en prison. Il contractait des accords secrets avec les diables de l'économie mondialiste pour interdire aux Sud-Africains la souveraineté économique. Ces rencontres secrètes avec des prédateurs économiques étaient financées par la Goldfield, la compagnie fondée par le colonialiste négrophobe Cecil Rhodes. C'est avec son accord qu'à partir de 1986 que la fondation Rockefeller, David Astor ainsi que la multinationale Shell lancèrent le projet pour l'éducation supérieure dont le but était de préparer l'élite de l'ANC à la gestion des affaires. C'est que dès 1956, les positions économiques du prince-président Mandela étaient assez claires à en croire son biographe. Je cite, « Le démantèlement et la démocratisation de ces monopoles ouvriront de nouvelles perspectives pour le développement d'une classe bourgeoise non européenne prospère. Pour la première fois dans l'histoire de ce pays, la bourgeoisie non européenne aura l'opportunité de devenir propriétaire en son nom propre et de droits d'usine et de fabrique et en conséquence le commerce et l'entreprise privée prospéreront et s'épanouiront comme jamais auparavant. » Tiré de Anthony Sampson Mandela de Authorized Biography. En matière de chômage, il a fait moins bien que le fils de Satan Peter Botha, qui pourtant vivait sous embargo avec la résolution 418 de l'ONU en 1977 et sous état d'urgence depuis 1985. Il ne pouvait pas atteindre l'objectif du plein emploi, ni lui ni ses successeurs, car l'ANC de Mandela est doctrinalement capitaliste et tout ce qui les intéresse, c'est que les noirs-joie puissent goûter à la vie des milliardaires nazio-anglo-hollandais. Le chômage des masses noires n'étant qu'une variable d'ajustement. Le massacre de Marikana l'année dernière, août 2012, et les chasses aux travailleurs mozambicains, zambiens, zimbabwéens et malawites sont la conséquence directe de ce choix économique endossé par Mandela bien avant les procès de Rivonia en 1963-1964. En définitive, nous pouvons dire échec complet en matière d'économie. Les chiffres apportés par l'Institut sud-africain des relations entre les races SAIRR sont sans équivoque. Presque 100% des pauvres sont des noirs, 20% de la population n'a pas l'eau courante, là où le business des piscines privées explose, 10% de la population n'a jamais eu l'électricité à la maison alors qu'il y a des débauches d'énergie pour sécurité. Les quartiers UP de Joburg, 84% des personnes qui se rendent à l'hôpital n'ont aucun moyen de payer la consultation et les traitements. 21,5 millions qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pire, les prédateurs immobiliers de l'ANC, du prince Mandela, n'hésitent pas plastiquer des maisons vétustes, des bidonvilles pour faire partir les pauvres habitants et y construire de somptueuses villas qui participent à la spéculation immobilière. En revanche, 1% des bourgeois sont des noirs-joie, que l'on appelle en Afrique du Sud les diamants noirs. Ils sont passés de 3% à 20% en 10 ans. Sauf que les vrais diamants sont restés aux mains de Der Beers et d'Oppenheimer.
C'est d'ailleurs à eux que notre prince Xhosa a montré le programme économique et la vision économique de l'ANC pour approbation en 1994 et même après. Comme c'est à eux, ces nazis anglo-hollandais, qu'échoua la Banque de centrale d'Afrique du Sud, institution financière la plus importante du pays dirigée de façon indépendante du pouvoir politique par Chris Stolz. Et pour être sûr que vraiment rien n'échappe à cette clique de nazis, le prince Xhosa a fait confirmer dans ses fonctions le diablotin Derek Keyes au ministère de la Finance. Quand on pense que la France a traqué et kidnappé Laval en Espagne pour le fusiller, en Afrique du Sud, les nazis, eux, étaient récompensés par Mandela. Bravo la société Cappuccino de Mandela, qui se présente comme suite. Beaucoup de café noir au fond de la tasse, une fine couche de blanc et quelques pépites de chocolat noir au-dessus. Sans compter le taux de criminalité record des villes comme Johannesburg qui dépasse Rio de Janeiro ou encore New York. On ne parlera même pas du cas d'Orania, la ville interdite aux Noirs, où Mandela s'y rendit pour partager en 1995 un tea time avec la veuve d'Henrik Verwoerd, l'architecte de l'apartheid. Dans le même temps, croupissait en prison notre frère, le héros Demetrio Tsafendas, qui a poignardé à mort en plein parlement sud-africain en 1966 ce nazi d'Hendrik Verwoerd. Il sera placé dans une prison de haute sécurité où les gardiens urinaient et déféquaient dans sa nourriture en plus de le tabasser pendant 33 ans. Il mourra en prison en 1999 sans qu'aucun membre de l'ANC ne vienne à son enterrement. Apparemment, il était plus urgent pour Mandela d'aller conforter la femme du père de l'apartheid que de libérer le gréco-mozambicain Demetrio Tsafendas. De même, on retiendra les conséquences de la vision politique cappuccino de Mandela avec la fusion dans l'ANC du Parti national de Van Schalkwyk. Il s'agit ni plus ni moins que de ce parti nazi anglo-hollandais fondateur de l'apartheid qui a eu à sa tête les fils de Satan comme Verwoerd, Vorster, de Klerk, Botha et autres Daniel François Malan, qui, rappelons-le, reçut officiellement en juin 1953 le diable David Ben Gourion, premier ministre de l'État satanique d'Israël, qui n'a manqué de louer la justice et la justesse de l'apartheid. Cette vision cappuccino de la politique qui s'ouvre à tous, à tous le sauf aux Noirs d'Afrique du Sud, a eu comme résultat que Willem Verwoerd, le petit-fils du père de l'apartheid, auteur d'une thèse de doctorat réhabilitant son grand-père, le nazi, soit devenu un éminent membre de la ANC. En somme, on lynche les travailleurs mozambicains, mais on ouvre la porte aux nazis anglo-hollandais et à leur descendance. Imaginez-vous si le PC fusionnait avec le FN. Que ne dira-t-on? En revanche, le Parti national qui fusionne avec la ANC de Mandela, normal. Quel acte exceptionnel, il est vrai. Mais avant même cette ouverture aux nazis et fils de nazis, il y avait un combat plus urgent pour notre prince et ses affidés, le combat pour l'homosexualité. Et oui, en accédant au pouvoir en 1994, il légalise le mariage homosexuel en l'inscrivant dans la constitution de ce pays africain, car visiblement ce devait être une grande revendication des Noirs, je suppose. Et vous comprenez l'estime que les homosexuels d'Occident comme Caroline Forrest ont pour le prince Xhosa.
D'un côté, Mandela propose la légalisation de l'avortement et du mariage homosexuel dans un pays africain. Et de l'autre, en 2002, c'est le lynchage médiatique, politique et médiatique du docteur Manto Tshabalala Msimang, alors ministre de la Santé sous Thabo Mbeki, s'inscrivant dans la lignée des médecins africains hostiles à l'esbrouffe qu'est le VIH-Sida, comme le Camerounais Dr Victor Anoma Ngu, auteur du Vanimax, véritable trouvaille anti-sida. Elle réussit à convaincre le président Thabo Mbeki de ne plus croire aux mensonges des laboratoires des big pharmaceutiques sur le VIH-Sida et de ne plus dépenser chaque année des millions de rands dans les traitements inefficaces comme la trithérapie, préconisant une nourriture saine, naturelle, biologique, peu coûteuse pour résoudre ce problème sanitaire et social. Elle sera lynchée par les prédateurs capitalistes des Big Pharma. Cela coûtera même la présidence à Thabo Mbeki, ce qui a conduit à l'idiot Jacob Zuma à la tête de l'Afrique du Sud. Si Mbeki a dû céder, c'est parce que ces diables ont utilisé l'arme atomique politique ultime qu'est la caution morale de Mandela contre laquelle nul ne peut résister. Et depuis lors, l'Afrique du Sud s'est remise à acheter des médicaments rétroviraux et autres trithérapies pour empoisonner sa population noire au grand bonheur des multinationales pharmaceutiques. Sauf que 7 ans plus tard, le professeur Guy Montagnier, co-découvreur du VIH, a soutenu dans l'indifférence médiatique complète les mêmes positions que fut le docteur Manto Tshabalala Msimang, à savoir qu'une nourriture saine suffit à résoudre ce problème du sida. Le docteur Manto Tshabalala Msimang est morte dans la honte, l'humiliation et l'indifférence quasi totale. Si l'on comprend bien, c'est ce type d'acte posé qui conférerait au prince Xhosa le privilège de n'être que loué, chanté, élogé par tout le monde, toujours à cause de ces actes qu'il ne serait pas permis à quiconque de refuser de parler de lui sauf en des laudes, protéger l'héritage nazi-anglo-hollandais, développer la libéralisation de l'économie, permettre l'émergence d'une classe noire-joise, assurer l'enrichissement des Big Pharma, maintenir la mainmise politique des fils des nazis au sein de l'ANC, soutenir la dissolution des mœurs avec la légalisation du mariage homosexuel et la promotion de l'avortement, ostraciser tous les opposants au pouvoir blanc en Afrique du Sud. En effet, c'est exceptionnel. Mais l'on ne comprend alors pas pourquoi ces turiféraires ne l'ont pas convaincu à rester au pouvoir plus longtemps. Ce génie politique, ce héros de la cause noire, pourquoi un seul mandat, pourquoi seulement 5 ans? Tous les grands leaders noirs qui l'ont précédé, comme le sceau des prophètes Mohammed ibn Abdullah al-Quraishi, le très honorable Elijah Muhammad, Papa Simon Kibongo, etc., ont mené les leurs jusqu'à leur dernier souffle. Le Malik el-Moulouk, le défunt guide Muammar al-Kadhafi, est resté jusqu'à la fin même quand les bombes des rats et des amis des rats lui tombaient dessus. Le commandant Hugo Chavez, malgré les chimiothérapies éprouvantes, est resté jusqu'au bout. Car les populations pour lesquelles ils ont chacun donné leur vie avaient besoin de leur sagesse, de leur force, de leur connaissance, de leur guider. Est-ce que le prince Xhosa estimait qu'en 1999, tout était fait en Afrique du Sud, qu'il pouvait enfin se retirer? Mais si tel était le cas, pourquoi continuer après cette date à peser dans la politique des Sud-Africains et des Africains? Pourquoi s'investir, par exemple, dans la situation du Congo-Zaïre qui a donné le chaos que nous connaissons aujourd'hui?
pour le bien des femmes du Kivu ou pour les multinationales du FTSE 100, du 440 et de Wall Street. Nous lisons aussi dans les courriels qui nous sont adressés par un box, c'est que nous ne souffrons pas la comparaison avec ce grand monsieur, mis à part le fait que nous soyons noirs nés en Afrique, nous n'avons pas grand-chose en commun avec le prince Nelson Mandela. Nous n'avons pas la même vision du monde. Il est noir, progressiste, capitaliste, bourgeois. Nous sommes géo-panafricanistes, képéristes et royalistes. Au même âge que nous, le but de son combat était que les Noirs et les Blancs vivent ensemble en Afrique sans la domination des uns sur les autres. Pour notre part, nous nous battons pour que les Noirs et personne d'autre dominent l'Afrique. Nous n'avons donc pas à être comparés avec Mandela, car nous avançons dans deux sens opposés. Il serait plus judicieux de le comparer à Ramayad, à Christiane Taubira, à Rachida Dati, à Najat Vallaud ou à Barack Obama plutôt qu'à nous. Donc, s'il atteignait tous ces objectifs et si par la grâce de Dieu nous pouvions atteindre les nôtres, nous aurions deux sociétés diamétralement différentes. Enfin, nos détracteurs nous font remarquer que le prince Nelson Mandela a rencontré les plus grands leaders du monde noir comme l'honorable Yusuf Farrakhan, le Malik El-Moulouk Muammar al-Kadhafi ou encore le libérateur Fidel Castro, et que ça aurait été un honneur pour eux. N'en déplaise à nos contradicteurs, l'honneur était pour Mandela de pouvoir rencontrer ces grands hommes qui non seulement ont toujours été droits dans leurs bottes, mais ont toujours représenté ce que lui, Mandela, aurait voulu être dans son fort intérieur. Car contrairement à lui, eux sont les libérateurs de leur peuple. Eux n'ont jamais livré leur peuple au diable, comme lui l'a fait avec ses 50 millions de Sud-Africains devenus la main-d'œuvre bon marché des capitalistes mondialistes anglo-hollandais. Oui, ces grands hommes ont rencontré Mandela, mais pour le ramener vers la raison panafricaine, pour l'extirper des griffes de ces diables, manifestement aussi talentueux soient-ils, aucun d'eux n'est parvenu à le ramener vers la droiture panafricaine. Tous ces leaders du monde noir avaient bien compris le mauvais tour que Mandela avait joué aux Sud-Africains et au monde noir en général. Tous avaient bien vu qu'il était devenu le dieu de ces diables, au point qu'ils lui ont donné tous les honneurs, toutes leurs plus grandes récompenses, prix Nobel, chevalier de l'ordre de Malte, docteur honoris causa, etc., pour l'immense travail qu'il a fait auprès des Noirs pour maintenir ces derniers dans l'obscurité et l'esclavage mental, émotionnel, politique et économique des diables. Mais le plus navrant de toute cette histoire, c'est qu'après tout ce que cet homme a fait encore, nous n'avons seulement parlé que des points soulevés par nos contradicteurs. Ce peuple noir et surtout sa jeunesse ne voient toujours rien, ne comprennent toujours rien. Ils sont là à pleurer pour celui qui les a livrés, qui a retardé leur libération durant ces 30 dernières années comme personne, dépassant même Gandhi en imposture. C'est dire le degré d'imposture. On se demande encore comment, au bout de 6000 ans de répétition des mêmes méthodes de tromperie, la jeunesse noire en soit encore là à ne pas pouvoir reconnaître les grands trompeurs. Comment un peuple, une jeunesse à qui Dieu a tout donné, intelligence, histoire, loi, foi, sagesse, terre fertile, sous-sol riche, entre parenthèses, soit si aveugle? Donc pour éviter de devoir s'expliquer davantage sur ce qui devrait relever de l'évidence, nous avions invité les lecteurs à ne pas écrire de louanges de cet individu sur notre mur. Faites-le sur d'autres murs. Ils sont très nombreux sur ceux des fans invétérés de l'individu. Car cet individu nous écœure
Est-ce là trop vous demander?